aucune n'aboutit. C'est alors qu'entre en scène un homme visionnaire, le baron Pierre de Coubertin. Jeune homme mondain et cultivé, le baron consacre beaucoup de temps au sport. Équitation, aviron, escrime, boxe, tir au pistolet. C'est au cours d'un voyage en Angleterre que Coubertin a une révélation. Observant les étudiants des universités anglaises, il constate une relation entre la pratique du sport et la construction personnelle des individus. C'est une nouvelle façon de concevoir l'éducation. Le sport développe l'autonomie des jeunes, forge leur caractère. Les sports collectifs apprennent à vivre ensemble et à devenir de bons citoyens. Revenu en France avec cette conviction, il décide de consacrer sa vie à la diffuser. Et il y a du chemin à faire. Car à l'époque, on déclare facilement que le sport fait des ignares, des cardiaques, des éclopés et des brutes. Mais la vision de Pierre de Coubertin va encore plus loin. Il défend le sport mais aussi sa liberté d'accès. Pour lui, le sport doit être international. Les ligues sportives du monde entier doivent s'unir. Le 25 novembre 1892, à l'occasion du 5e anniversaire de l'Union des Sociétés Françaises de Sport Athlétique, il énonce pour la première fois l'idée du rétablissement des Jeux Olympiques. 2 ans plus tard, le 23 juin 1894, sa vision devient réalité. Au cœur de l'Université de la Sorbonne à Paris, le Congrès pour le rétablissement des Jeux Olympiques décide d'œuvrer à la renaissance de la compétition antique. Le Comité international olympique, ou CIO, est constitué avec à sa tête Démétrios Bikélas, un grec. Tout un symbole. Ainsi, le 6 avril 1896 à Athènes, devant plus de 60 000 spectateurs, la première Olympiade des Jeux Olympiques modernes, rassemblant 241 sportifs de 14 pays différents, est officiellement ouverte. Plus vite, plus haut, plus fort. Pour Pierre de Coubertin, cette formule résume parfaitement l'esprit des Jeux modernes, le dépassement de soi. Les Jeux Olympiques deviennent une formidable aventure humaine. Beaucoup plus qu'une simple compétition sportive, ils sont chargés d'une forte symbolique d'universalité. Chaque jeu doit se dérouler dans une ville différente, dans un pays différent. Au fur et à mesure des Olympiades, tout un cérémonial se met en place. Les athlètes venus du monde entier sont tous rassemblés sous le même drapeau. Conçu par le baron lui-même, le symbole des anneaux enlacés liés les uns aux autres représente les 5 continents. Au lendemain de la Première Guerre mondiale qui a déchiré l'Europe, il flotte pour la première fois lors des Jeux d'Anvers. On instaure également un serment. Au nom de tous les compétiteurs, un athlète doit s'engager à respecter les idéaux olympiques. Nous jurons que nous nous présentons aux Jeux Olympiques en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les régissent et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour l'honneur de nos pays et pour la gloire du sport. Aux Jeux de Stockholm de 1912, les femmes obtiennent enfin officiellement le droit de participer. En 1924, le CIO organise ce qui deviendra les premiers Jeux d'hiver à Chamonix. Très vite, des médailles remplacent les couronnes antiques. Le vainqueur reçoit une médaille d'or, le second une d'argent, le troisième de bronze. À partir des Jeux de Lake Placid de 1932, la remise des médailles se fait sur un podium avec, au centre, la première place. Aux Jeux de Berlin de 1936, on adapte un ancien rituel. Désormais, une flamme allumée sur le site même d'Olympie est ramenée par relais jusqu'à la ville organisatrice. Le dernier relayeur a l'honneur d'allumer la grande vasque qui ne s'éteint qu'à la fin de la compétition. Progressivement, on rassemble tous les participants dans un village olympique. On crée même des Jeux paralympiques pour permettre aux personnes souffrant d'un handicap de participer. Toute cette symbolique universelle
fait des Jeux Olympiques cet événement si spécial, si différent des autres. 1er août 1936. Les croix gammées se mêlent aux anneaux olympiques. Devant 100 000 spectateurs, le Führer déclare ouverts les 11e Jeux Olympiques modernes. Au terme des Jeux, le Troisième Reich croule sous le poids des médailles. Loin devant les États-Unis, il obtient 89 médailles, dont 33 en or. Télévisés pour la première fois, les Jeux sont, pour le régime nazi, un excellent moyen de montrer au monde entier la puissance du sang germanique. Seule ombre au tableau. Champions dans les épreuves de force comme le lancer de poids ou l'haltérophilie, les athlètes allemands cèdent cependant le pas aux Afro-Américains en athlétisme. À Berlin, dans un stade couvert de croix gammées et à l'ombre des saluts nazis, sous les yeux du Führer et des caméras, l'athlète noir James Jesse Owens rafle 4 médailles d'or. Les Jeux semblent lentement s'éloigner de leur idéal d'universalité pour devenir une nouvelle terre d'affrontements dépourvue de soldats, où les athlètes deviennent parfois, malgré eux, des outils de propagande et de revendication. 1968, Jeux Olympiques de Mexico. Tommy Smith et John Carlos, 2 sprinteurs noirs américains, montent sur le podium pour recevoir leur médaille. Soudainement, ils baissent la tête et lèvent leurs poings gantés de cuir noir. Aux yeux du monde, les athlètes dénoncent l'oppression des Noirs américains. 1972. Au petit matin du 5 septembre, 8 terroristes palestiniens prennent en otage des athlètes israéliens pour protester contre l'occupation de la Palestine. La tentative de libération se solde par un bain de sang. Les otages sont tous assassinés. Durant toute la guerre froide, les Jeux Olympiques deviennent un champ de bataille idéologique entre blocs de l'Est et blocs de l'Ouest. Les Américains boycottent les Jeux de Moscou, les Soviétiques ceux de Los Angeles. Les Jeux Olympiques deviennent une vitrine politique et médiatique. Dopé par la médiatisation, l'événement, conçu pour être une source d'inspiration, devient le miroir de la société. L'un des héros des Jeux Olympiques, Emil Zatopek, a dit un jour « Un coureur doit courir avec des rêves dans son cœur et non pas de l'argent dans sa poche. » Dès le début, Pierre de Coubertin instaure une règle. Les Jeux doivent impérativement rester amateurs. L'argent ne doit pas salir l'idéal olympique. Mais en 1973, le CIO accepte de revenir sur l'amateurisme. Dans les années 80, le mot est rayé de la charte olympique. Dès lors, l'argent se rapproche du cœur des Jeux. Les Jeux ont un impact médiatique monumental. Les retombées économiques sont colossales. En 2008, les 11 sponsors des Jeux de Pékin se sont acquittés de 900 millions de dollars pour avoir le droit d'utiliser la marque olympique dans leur publicité. Le choix récent de villes de pays émergents pour accueillir les Jeux s'inscrit clairement dans une politique de conquête de nouveaux marchés. Les Jeux sont devenus un outil de vente planétaire. Le sport, un produit universel. La performance et les records, un aboutissement ultime. Le sport est devenu un spectacle. L'important n'est plus de participer, mais de performer. Si dès 1904, on note les premières tentatives de dopage, le phénomène explose dans les années 70. Des athlètes du bloc soviétique gonflés aux hormones de croissance, aux sprinteurs américains gavés de stéroïdes. La tricherie devient une affaire d'État. Il faut gagner. Il en va de l'honneur national. Peu importe le prix, même celui de la vie des sportifs.
On en viendra même à forcer des athlètes à tomber enceintes avant les épreuves pour accroître leur capacité physique, quitte à avorter juste après. Aujourd'hui, des contrôles antidopage de plus en plus sévères tentent d'endiguer le phénomène. Mais dans un monde où battre des records est devenu un culte, la question est: jusqu'où la société est-elle prête à aller pour atteindre l'inaccessible? Mais ceci est une autre histoire.